1926, Gabrielle Coco Chanel révolutionne la femme du XXe siècle, lui donnant un style moins restreignant pour son corps tout en la gardant simple mais chic. La mode d'aujourd'hui a grandement avancé grâce à des créateurs tels que Chanel ou Yves Saint Laurent du fait de leurs vêtements hors du commun pour la femme à l'époque. Mais par-delà le génie créatif, on se demande quelle est la fonction des créateurs de mode. Par fonction, on se réfère à la mission, au rôle dans la société. Afin de répondre à ces questions, nous étudierons le parcours de Gabrielle Chanel ainsi que celui de la maison Chanel pour voir que les créateurs n'ont pas seulement une fonction sociale, mais aussi une fonction économique quand ils doivent créer des vêtements pour leur marque ou celles pour lesquelles ils sont directeurs créatifs. Qui est Coco Chanel? D'origine modeste, elle est née à Saumur en août 1883. Coco Chanel est née Gabrielle Chanel. Elle a vécu la majorité de son enfance dans un orphelinat. Après la mort de sa mère, son père l'abandonne avec ses 2 sœurs. Elle a aussi 2 frères qui, eux, seront placés dans des fermes. Avec les religieuses, elle reçoit une éducation stricte et apprend à coudre. À 18 ans, elle doit quitter l'orphelinat et travaille comme petite main dans un atelier de couture. Mais son aspiration pour la scène et la nécessité de boucler des fins de mois l'amène à chanter dans des cabarets. C'est de là que serait tiré son surnom Coco, de la chanson qu'elle chantait « Qui qu'a vu Coco » écrite par Baumet et Blondelet. Vous n'auriez pas vu Coco, Coco dans le Trocadéro, Coco dans le Coco dans le Trocadéro. Qui a vu Coco? Grâce à Étienne Bolzan, un ancien officier de la Première Guerre mondiale, qui la remarque et dont elle devient la maîtresse, elle rencontre beaucoup de monde. Elle fait notamment la connaissance d'Arthur Boyd Capel, un joueur de polo anglais très connu, qui deviendra par la suite son grand amour, et lui permet d'envisager la couture comme un vrai métier et de rencontrer encore plus de monde côté anglais. Boyd l'incite à créer sa boutique de chapeaux. En 1910, il lui fait un prêt, grâce auquel elle ouvre sa première boutique à Paris, Chanel Mode. Gabrielle rencontre un tel succès avec ses chapeaux qu'entre 1913 et 1915, elle réussit à rembourser Arthur Capel et ouvre 2 autres boutiques, une à Biarritz et l'autre à Deauville, 2 villes dans lesquelles les bourgeois aiment se retrouver pendant la Première Guerre mondiale. Coco se rebelle, elle trouve que les normes vestimentaires de l'époque sont trop inconfortables pour les femmes à cause du port socialement obligatoire du corset et du côté trop extravagant des tenues. Chanel, qui créait d'abord pour elle, décide alors, à travers ses vêtements, de moderniser la femme en lui donnant une silhouette plus androgyne, plus confortable grâce à des vestes, des robes droites et même des pantalons pour leur côté pratique, des couleurs normalement réservées à certains événements et de nouveaux matériaux. Elle est féministe, elle veut faire bouger la femme. En 1921, Chanel s'intéresse à la parfumerie grâce à une rencontre avec le parfumeur du Tsar. De là naît le numéro 5 de Chanel. Le nom vient tout simplement du 5e jus qui lui a été proposé. Chanel devient donc la première maison de mode à sortir un parfum. Au moment de la Seconde Guerre mondiale, Coco ferme les portes de sa maison de couture et se consacre à la création de parfums et de bijoux fantaisie. Elle crée notamment ses fameux sautoirs de perles, mais des bracelets et des boucles d'oreilles. La relation que Gabrielle a eue avec un diplomate allemand pendant l'occupation nazie a beaucoup nui à sa réputation. Elle part vivre en Suisse. Elle rouvre les portes de sa maison de couture en 1954. Cette année-là, elle présente son fameux tailleur, veste courte dont la doublure est coordonnée avec le chemisier et une jupe élégante juste en dessous du genou. Ce dernier ne fera pas l'unanimité en France, mais plaira beaucoup outre-Atlantique et finira par être beaucoup copié. Elle crée et innove tout en conservant un look classique épuré. Gabrielle Chanel meurt le 10 janvier 1971 à l'hôtel Ritz, en Suisse, dans l'appartement qu'elle avait occupé pendant plus de 30 ans. Dans le cadre des vêtements de créateurs, on le voit bien, la démarche n'est pas purement fonctionnelle, couvrir sa nudité, se protéger du froid, etc., mais elle est animée par une fonction sociale. Depuis toujours, le vêtement est un signe de statut social. Les rois ne s'habillaient pas de la même manière que les autres membres de la société, qu'ils soient aristocrates, bourgeois, paysans ou membres du clergé. À la Révolution française, en 1789, le bonnet phrygien et le port de pantalon furent adoptés par les révolutionnaires pour se démarquer des nobles en bas blanc. Ils revendiquent le nom de sans-culotte et ce changement vestimentaire vient servir une revendication populaire. En revanche, pour ce qui est la mode des femmes, ces dernières ont longtemps vécu dans des carcans. En effet, le corset arrive en France à la fin du XVIe siècle. Il vient de la cour d'Espagne et va évoluer au gré des différents mouvements culturels. Les dictats de la bonne société de l'époque les contraignent beaucoup et les cantonnent dans un rôle d'épouse et de mère. C'est d'ailleurs contre la rigidité de cette logique statuaire que Coco Chanel a créé une rupture. La femme Chanel n'est plus le porte-manteau de son statut social ou celui de son mari, elle se libère, elle adopte une allure plus androgyne.
Coco permet aux femmes d'échapper au corset en leur proposant des vêtements plus amples et leur permet de vivre mieux le nouveau mode de vie des années 20 devenu visiblement légitime. Par exemple, en 1919, Chanel révolutionne la coupe de la veste pour femmes avec un style plus plat et tricoté. En 1926, Chanel dessine la petite robe noire qui choque. À l'époque, le noir était réservé au deuil. Mais cette petite robe noire, inspirée par l'uniforme qu'elle portait à l'orphelinat, est élue par le magazine Vogue comme uniforme de la femme moderne. Elle demeure encore aujourd'hui une pièce maîtresse de la garde-robe féminine. Cette fonction sociale du vêtement s'est complexifiée avec le monde moderne. Le vêtement peut donner lieu à des logiques de distinction de différents sous-groupes, comme le montre le sociologue Pierre Bourdieu dans son livre La distinction. Ainsi, par exemple, si le tailleur jupe Chanel peut être le symbole de la femme bourgeoise traditionnelle du 16e arrondissement, une nouvelle bourgeoisie issue de nouveaux secteurs économiques n'hésitera pas à porter la veste du tailleur avec un jean troué et des baskets Converse ou des talons hauts pour se différencier de cette bourgeoisie traditionnelle. Le vêtement Chanel représente donc à la fois un signe d'intégration à un groupe social, mais aussi un signe de différenciation individuelle. Cette double logique, différenciation-intégration, permet à chaque individu de s'exprimer à sa manière, comme le montre le sociologue Gilles Lipovetsky dans son analyse de l'individualisme contemporain dans son livre L'Empire de l'éphémère. Les créateurs de mode comme Coco Chanel ou aujourd'hui Karl Lagerfeld ont aussi un rôle dans le changement social en le rendant visible, légitime et possible. Depuis 1983, Karl Lagerfeld est le directeur créatif de Chanel. Lagerfeld est aussi un artiste, photographe et caricaturiste. Comme Coco, Lagerfeld est reconnaissable par son style caractéristique, cheveux blancs attachés en queue de cheval, lunettes noires, veste noire, mitaine en cuir noir et son col de chemise plus gros que normal. Karl possède aussi sa propre marque, il a aussi travaillé pour Chloé, Fendi, et c'est lui qui a créé le fameux double F de Fendi. C'est aussi lui qui est à l'origine du logo de Chanel, le C interloqué qui reste un des logos les plus reconnaissables avec les arches dorées de McDonald's. L'héritage de la maison Chanel est artistique et culturel et de renommée mondiale. Chanel est une marque de vêtements tenue comme responsable, avec Yves Saint Laurent d'avoir libéré et modernisé la femme. Mademoiselle Chanel a créé un style. Karl Lagerfeld fait rentrer les normes vestimentaires modernes dans ses collections, les rendant socialement légitimes. Par exemple, dans la vidéo intitulée Les inspirations de Karl Lagerfeld, page du défilé automne-hiver 2018 sur le site de Chanel, Karl Lagerfeld s'est inspiré de Paris et donne des tons sobres comme le gris et le noir aux vêtements de cette collection parce que pour lui, ce sont les couleurs de Paris. Les vêtements sont aussi recouverts de paillettes, car dit que c'est un élément flatteur qui apporte de la lumière vers le visage. Dans le défilé, on voit très peu de pantalons, ce qui respecte le choix de Gabrielle Chanel de faire le moins de pantalons possible pour les femmes parce qu'elle trouvait ça grossier, au sens de pas élégant. À la place, on peut voir que les jupes et les vestes ont des fermetures éclairs sur les côtés. Karl justifie son choix en disant « Vous pouvez ouvrir les manches, ouvrir les jupes, vous savez la jambe est bien plus belle vue de profil et cette fermeture éclair donne l'impression d'une jambe infinie. Avec la mini-jupe sous la jupe, elle peut être convertie en mini-jupe ou fermée. » La fonction économique d'un créateur de mode est de faire bouger les normes vestimentaires en proposant une nouvelle silhouette pour faire changer la mode du moment et en utilisant les nouvelles ressources que l'industrie peut proposer. Tissus techniques, nouvelles matières, etc. La mode se démode, mais le style jamais, disait Chanel. Le rôle d'un défilé est de faire découvrir de nouveaux vêtements pour les vendre. C'est de la publicité finalement. Mais si la fonction des défilés est plus profonde d'un point de vue artistique, même si les comptes financiers de Chanel ne sont pas publiés, les analystes estiment que le chiffre d'affaires des vêtements haute couture vendus suite à un défilé représente moins d'1% du chiffre d'affaires total de la marque. La fonction économique des créateurs est donc surtout d'enrichir l'attractivité de la marque qui est au cœur d'une entreprise économique internationale et qui va bien au-delà de la vente des vêtements haute couture à quelques très riches clients. À chaque saison, pour que la marque soit un succès, Karl Lagerfeld réinvente afin d'être sûr qu'elle reste à la pointe de la modernité. Car ce qui est en jeu n'est pas seulement de vendre les vêtements présentés, mais aussi parce que ces innovations seront déclinées en prêt-à-porter, accessoires, sacs, chaussures, lunettes, sans oublier la création de parfums. Petite anecdote, en 2004, le film de 3 minutes numéro 5 de Baz Luhrmann a été l'une des pubs les plus coûteuses de tous les temps avec un budget total de 33 millions de dollars. La mission de Karl Lagerfeld depuis qu'il a été nommé directeur créatif de la maison Chanel en 1983 est d'enrichir et de moderniser tout l'héritage laissé par Mademoiselle Chanel sans en trahir l'esprit. On l'a vu dans le dernier défilé automne-hiver 2018.
Chanel a toujours mis en avant la simplicité par-dessus l'extravagance et au gré de ses rencontres a continué de créer avec son époque. Elle le dit dans l'interview télévisée avec Pierre Dumaillet de 1959. La mode de ces 10 dernières années a été très souvent excentrique. Y a-t-il des excentricités que vous tolérez? Je n'ai pas trouvé la mode excentrique, je l'ai trouvée extravagante, ce qui n'est pas la même chose. Je n'aime pas l'extravagance. La taille déplacée, c'est une extravagance? Non, non, c'est une question de goût, de ce qu'on voudra. Mais ce n'est pas une extravagance. Une mode qui imite une époque révolue, historique, est-ce de l'extravagance? Ça m'apparaît stupide à moi, personnellement. Vous comprenez, c'est une époque finie. La mode, c'est pas ça. Vous comprenez, la mode, c'est en avant, c'est pas en arrière. On ne recule pas. On ne fait pas des choses qui ont fait. Il faut vivre avec son époque. Par-delà son côté créatif, Mademoiselle Chanel s'est avérée être une redoutable femme d'affaires. En modernisant les silhouettes emblématiques de Chanel et en les replaçant dans une nouvelle époque, Lagerfeld est complètement en phase avec les aspirations de la fondatrice. L'histoire de la marque et sa réputation de qualité augmentent sa crédibilité. Pour conclure à la question quelle est la fonction du créateur de mode, on peut répondre qu'elle est multiple. Outre l'art de créer des vêtements, c'est aussi une fonction économique qui est de conserver l'héritage de la marque pour laquelle il travaille tout en continuant de captiver les clients de celle-ci en proposant des vêtements qui à la fois répondent à la demande de la clientèle, mais savent aussi les surprendre par leur nouveauté. Et une fonction sociale qui n'est plus de créer un statut social par l'apparence, mais de permettre à l'individu moderne de se différencier et de s'exprimer. Coco Chanel fut la première à répondre à cette fonction libérant la femme du carcan social vestimentaire. On pourrait citer comme un autre exemple le mouvement punk en Angleterre ou la mode sportswear avec le hip-hop. Mais aujourd'hui, la mode est devenue plus accessible. Les créateurs sont aussi plus nombreux. Balenciaga, Jean-Paul Gaultier, Maison Margiela ou Comme des garçons, pour ne citer que quelques-uns, continuent cette même mission, être des créateurs qui, à travers des vêtements inédits, surprennent, séduisent, remettent en question les normes de la mode et de la société, en les faisant s'adapter à la culture et aux aspirations d'aujourd'hui.